Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Dialyse, la chaîne de podcast dédiée à la dialyse péritonéale et à l'hémodialyse. Le développement de la dialyse péritonéale fait partie des axes stratégiques de la politique nationale de santé. En effet, la Haute Autorité de Santé a démontré que le parcours de santé le plus efficient demande de faire porter les efforts sur la greffe rénale et le développement de la dialyse péritonéale à domicile en première intention, quel que soit l'âge des patients. De plus, le développement d'une activité de dialyse péritonéale permet d'élargir l'offre des modalités de prise en charge de l'IRC stade 5 au sein de l'établissement de santé, de donner l'accès à toutes les techniques de suppléance et ainsi de mettre le patient au centre de la décision médicale en respectant son choix. Cependant, en France, seuls 6% des patients dialysés sont en dialyse péritonéale et la tendance est à la baisse depuis quelques années. On observe donc un déclin national de la dialyse péritonéale, mais comment l'enrayer ? Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir le Dr Christian Verger, néphrologue, responsable du registre de dialyse péritonéale et hémodialyse de langue française et du bulletin de la dialyse à domicile, qui nous partage son expertise sur le sujet. Dr Verger, bonjour. Bonjour monsieur et bonjour à vos auditeurs. Alors tout d'abord, Dr Verger, pouvez-vous en quelques mots nous présenter le registre de dialyse péritonéale et hémodialyse de langue française et décrire son objectif ainsi que les actions mises en place auprès de la communauté néphrologique francophone? Bien, le RDPLF a été créé en 1986 avec pour but d'offrir aux équipes médicales et infirmières le moyen d'évaluer leurs pratiques, de se comparer, de communiquer facilement leur expérience et de s'entraider. À cette fin, nous mettons à la disposition des équipes une base de données qui est complétée en temps réel par les centres et de manière sécurisée, des outils statistiques de base pour permettre à chacun d'exploiter cette base de données, le site web bien entendu, et puis 2 forums de discussion, l'un qui est davantage réservé aux néphrologues que nous nommons rénalistes et l'autre qui est davantage réservé aux infirmières qui s'occupent de domicile et que nous appelons Allodom, modéré par une infirmière. Enfin, une revue bilingue, le bulletin de la dialyse à domicile, qui est une revue en accès libre, gratuite. Et pour terminer, dire un mot sur la structure juridique du RDPLF, qui est une association à but non lucratif. Ses membres sont donc bénévoles. Et il a été reconnu d'intérêt général par l'administration fiscale, ce qui permet d'ailleurs de recevoir des dons défiscalisables pour ceux qui sont intéressés. Merci, Dr Verger. Pouvez-vous brièvement nous présenter la situation actuelle de la dialyse péritonéale en France et son évolution depuis la crise du Covid-19 en comparaison aux autres modalités de dialyse ? Alors, si nous regardons le nombre de patients qui étaient en dialyse, toutes méthodes confondues, entre les années 2012 et 2021, le nombre total de patients dialysés est passé de 41 000 à 51 900. Mais le pourcentage traité par dialyse à domicile est resté relativement stable au cours de ces 10 années, compris entre 7,14 et 7,16%. Donc vous voyez très peu de variations. Par contre, avec un changement progressif de la répartition hémodialyse à domicile versus dialyse péritonéale. Ainsi, au début des années 2010, en 2012, l'hémodialyse représentait 0,6% seulement des dialysés à domicile et l'ADP représentait 6,4%. Fin 2021, l'hémodialyse a augmenté à 1,38% et l'ADP a diminué en parallèle à 5,78%. Ce sont des chiffres qui sont faibles, bien sûr, trop faibles malheureusement, mais il y a donc une légère modification des indications du domicile qui se fait en faveur de l'hémodialyse quotidienne à domicile aux dépens de la dialyse péritonéale, sachant cependant que le profil des patients est très différent. Ceux en hémodialyse à domicile ont en moyenne 20 ans de moins que ceux qui sont traités par dialyse péritonéale. Et il faut noter par ailleurs qu'ils sont moins diabétiques également, et il faut noter par ailleurs que l'augmentation annuelle du nombre de patients nécessitant une dialyse, toutes méthodes confondues, tend à diminuer. Ceci grâce à la prévention. Elle est passée de 4% par an il y a quelques années à moins de 2% ces dernières années, et même 1,3% en 2022. Ces différents éléments expliquent en partie la baisse du nombre de patients qui sont traités par dialyse péritonéale.
Il y a également une autre explication plus importante, récente, mais qui est paradoxale, c'est celle de l'effet Covid. Dans le RDPLF, nous avons publié un article il y a quelque temps montrant que durant la période Covid, non seulement nous avons observé une baisse de l'incidence de la dialyse péritonéale, mais également une augmentation du nombre de transferts de la dialyse péritonéale vers l'hémodialyse en centre pour des raisons qui n'étaient pas liées à une infection Covid. Cette tendance va tout à fait à l'envers, à l'encontre des recommandations et pratiques dans les autres pays, où une augmentation de l'ADP a été constatée pour limiter justement le risque épidémiologique et de contamination durant les transports ou dans les salles communes à l'hôpital. Il est possible que pour des raisons organisationnelles qui sont propres à la France, le choix ait été, durant cette période, de privilégier l'hémodialyse ensemble, dans certains centres du moins. Et il faut d'ailleurs noter qu'il y a une grande hétérogénéité comportementale d'une région à l'autre. Et je renvoie d'ailleurs l'auditeur à la publication sur ce sujet que nous avions fait il y a quelque temps dans le BDD, le bulletin de dialyse à domicile. Néanmoins, en dehors de cette période Covid, dans le RDPLF, nous observons encore une nouvelle baisse d'environ 60 patients en 2023. D'autres explications doivent donc être recherchées pour expliquer cette tendance. J'ai une hypothèse personnelle qui n'engage que moi, mais il est clair que les indications de l'ADP depuis longtemps sont, à tort d'ailleurs probablement, demeurent souvent celles des sujets âgés. Et nous avions tout de même un pourcentage de patients plus jeunes. Il est possible que des sujets jeunes qui allaient en DP auparavant soient maintenant orientés vers l'hémodialyse quotidienne à domicile avec l'avènement de ces nouvelles machines. Alors historiquement, la dialyse péritonéale était considérée comme une passerelle vers la transplantation. Au vu des données récentes du rapport Rhin, est-ce toujours le cas ? Alors, je vous remercie de cette question parce qu'elle complète un peu ce que je disais précédemment. L'utilisation de l'ADP, en effet, a été préconisée comme passerelle vers la transplantation, mais malheureusement, c'est demeuré un argument essentiellement théorique, plus que pratique, pour des raisons variables qui seraient trop difficiles je dirais, à exposer ici. Et la plupart des transplantés sont des patients qui, antérieurement, étaient traités par hémodialyse. Seule une petite proportion provient de la dialyse péritonéale. Alors je pense que, tout en laissant le choix aux patients, il me semble important, dans leur intérêt, d'assister sur la nécessité de préserver les abords vasculaires quand ils sont en attente de greffe. Car, tout le monde le sait, après 10 ou 15 ans de greffe, malheureusement, près d'un patient sur deux devra retourner en dialyse. Et c'est généralement en hémodialyse. Cela se fait alors au moyen d'un cathéter central, avec un risque de septicémie qui est relativement élevé, et en tout cas un risque infectieux supérieur à celui de la dialyse péritonéale. Il me semblerait donc plus logique de choisir l'hémodialyse à domicile quand l'espoir de greffe est lointain et d'encourager la dialyse péritonéale en première intention quand une greffe dans les 2 ans est hautement probable. Ainsi, cela permettra d'épargner le capital vasculaire dont ils peuvent avoir besoin 10 ou 15 ans plus tard. Il faut, en discutant avec le patient, jamais parler du traitement immédiat, mais parler du traitement à long terme et de son avenir à long terme à 10, 15 ou 20 ans. Car au cours de sa vie, il aura probablement la nécessité de connaître toutes les techniques et il faut d'emblée lui donner la possibilité de changer en fonction des besoins. Alors, après plus de 40 ans d'exercice en tant que néphrologue et en tant que responsable du RDPLF, quels sont selon vous les principaux freins au développement de la dialyse péritonéale ? Il y en a plusieurs, j'en citerai que quelques-uns. En tout premier, il y a la formation des jeunes néphrologues, qui est probablement une cause importante. Et elle s'est améliorée récemment, en particulier grâce à la création d'un DU de dialyse péritonéale. Mais malgré un stage pratique de quelques jours, dans le cadre de ce DU, l'expérience demeure souvent très théorique. Une idée qu'on pourrait préconiser, ce serait d'imposer au cours du cursus une mobilité de 6 mois dans un service expérimenté en dialyse péritonéale, et cela probablement permettrait de mieux former les néphrologues et en tout cas de les ouvrir aux différentes techniques de dialyse. Je ne sais pas si c'est possible, c'est en tout cas une suggestion personnelle. L'autre limitation importante, c'est le manque de personnel infirmier, et en particulier de personnel infirmier dédié. Certains et certaines seront plus à l'aise avec des aspects techniques, d'autres ont souvent davantage de qualité d'enseignante,
Et il faudrait probablement que les directions des soins comprennent qu'une gestion du personnel selon les aptitudes serait plus efficace qu'une gestion purement comptable sur le nombre de personnes présentes. L'aspect financier est important et il faut avoir le courage de le dire, hein. La direction d'un établissement a la responsabilité de gérer son budget à l'équilibre, sinon il disparaît. Et le mode de rémunération actuel des établissements, basé sur la tarification à l'activité, aboutit parfois à limiter les moyens disponibles pour développer le domicile, malgré la bonne volonté de l'équipe infirmière et médicale, qui est souvent accusée à tort de ne pas être assez motivée. Il faudrait que le mode de remboursement n'influence pas les responsables d'établissement dans les moyens qu'ils donnent aux médecins et aux infirmières pour développer le domicile. Selon vous, quelles actions majeures devrions-nous mettre en place pour inverser la tendance et augmenter l'orientation des patients incidents vers la dialyse péritonéale? Alors, cette question est complexe. Je dirais que si on met à part la gestion différente des tarifs de remboursement, qui a déjà été expérimentée aux États-Unis et qui dépend de l'État, je mettrais en évidence trois actions. Les unités de transition, les réunions régionales et l'encouragement à la recherche clinique simple. La meilleure solution, comme cela commence à se faire, c'est la création d'unités de transition dans lesquelles les patients sont objectivement informés sur toutes les techniques, quelle que soit cette technique, et par un personnel qui est rompu à toutes les techniques. Et il faut probablement, lorsqu'un patient se présente et doit débuter et transiter de la période non dialysée à transiter à dialyse, penser domicile versus sens, plutôt que commencer à penser différentes techniques de dialyse. Et une fois que le principe de la dialyse à domicile est retenu, expliquer la différence qui existe, ou les différences qui existent, avec les avantages et les inconvénients, respectivement de l'hémodialyse à domicile et de la dialyse péritonéale. Il faut bien être conscient et l'expliquer aux patients par ailleurs que l'on peut passer d'une technique à l'autre, de dialyse péritonéale vers l'hémodialyse à domicile et inversement. Si nous regardons dans les statistiques du RDPLF, nous avons 14% des patients en hémodialyse quotidienne qui ont été dialysés auparavant en dialyse péritonéale, mais cela pratiquement toujours en passant par une période d'hémodialyse en centre et parfois pendant de nombreux mois et inutilement. La transition entre les techniques de dialyse à domicile devrait idéalement se faire sans passage ou de manière courte par une période intermédiaire en hémodialyse en centre. Et cela, pour cela, il faut s'y prendre à l'avance. Le DP s'est développé, c'est un autre aspect également, grâce aux réunions régionales qui étaient organisées par l'industrie. J'ai bien vécu cette période et il convient de maintenir, voire d'augmenter ces réunions en regroupant les infirmières, les médecins et en petit nombre. Cela permet davantage d'échanges et de convivialité. Ces réunions ne devraient probablement plus être ce qu'elles font actuellement, c'est-à-dire être soit spécialisées en DP, soit être traitées uniquement d'hémodialyse à domicile, mais regrouper les deux techniques de dialyse. Parce que si on défend le principe de la dialyse à domicile, c'est sans idée de concurrence, c'est à la fois la dialyse péritonéale et l'hémodialyse à domicile qui se développeront. Enfin, je terminerai en disant qu'il faut encourager l'esprit de recherche et d'aventure, d'oserais-je dire. Pas seulement dans le milieu universitaire, mais également au niveau de chaque centre, quel que soit son mode d'exercice et son expérience. Par les appels fréquents que je reçois, il est clair que les équipes sont à la recherche d'études en français proches de leurs préoccupations et facilement accessibles. Celles et ceux qui auraient des expériences à partager, souvent n'osent pas écrire dans les revues internationales anglaises, ou ne savent pas, ou n'ont pas l'encadrement suffisant. Je suis intimement convaincu que le bulletin de la dialyse à domicile répond à ces besoins spécifiques, comme aucun autre journal. Mais son succès dépend probablement également en partie de l'altruisme des praticiens qui ont une vocation d'enseignement et qui, grâce à cette revue, pourraient partager davantage leurs connaissances avec la communauté francophone auprès de personnes qui n'ont pas forcément accès à la littérature anglo-saxonne et internationale, et cela pour le plus grand bien de la dialyse à domicile, et même si cela ne leur apporte pas un avantage, je dirais, de carrière immédiat, ils rendront service à la communauté tout entière.
Et il faut encourager dans ces centres, quels qu'ils soient, les médecins et les infirmières à y publier leurs cas cliniques et leurs études. Cela dynamise toujours les équipes et la revue du RDPLF leur apporte une facilité et une aide qu'ils ne trouveraient pas ailleurs. Enfin, docteur Verger, à l'heure du digital et de l'intelligence artificielle, pensez-vous que la télésurveillance peut être un levier au développement de la dialyse péritonéale? Oui, ça ne fait aucun doute. Mais le problème, c'est que les avantages sont généralement rapportés par les professionnels et publiés par les professionnels. Très peu en France, d'ailleurs, souvent en anglais. Et il faudrait qu'il y ait davantage de patients qui puissent témoigner. Alors nous avons ouvert, j'en reviens encore au journal du RDPLF, nous avons ouvert dans le bulletin de la dialyse à domicile une rubrique patients. Nous avons eu quelques témoignages déjà, mais rien sur la télésurveillance. Les seuls articles sur la télésurveillance ont été rédigés par des médecins. Alors peut-être que cela viendra. Il est clair que tout le monde ne sait pas écrire et qu'il est probablement important que les équipes de dialyse, les infirmières ou les médecins aident les personnes à mettre en forme leurs témoignages et pouvoir les présenter. C'est important parce qu'en fait, dans le bulletin de la dialyse à domicile, comme il est en accès ouvert et gratuit, il est lu certes par les néphrologues, par les infirmières, mais également par les médecins, par les médecins généralistes bien sûr, mais également par les patients et même un certain nombre d'administratifs. Un grand merci, docteur Verger, pour nous avoir éclairé sur cette question de comment enrayer le déclin national de la dialyse péritonéale. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de la Minute Dialyse. À très bientôt.